Le malentendu McCartney, c'est ainsi que j'ai appelé cette vidéo, ce dont je vais parler maintenant. Alors c'est un sujet très très délicat, mais bon, j'ai observé, réfléchi, et je suis arrivé à certaines conclusions. Alors on peut les contredire, bien entendu, me montrer que je me trompe, c'est tout à fait possible. Alors de quoi je parle et qu'est-ce que c'est que le malentendu McCartney? Eh bien, on va commencer un petit peu par la fin. Quand les Beatles se séparent, l'idée prévalente, c'est que Paul McCartney va composer des morceaux extraordinaires, magnifiques, comme il a fait précédemment avec les Beatles. Hey Jude, je sais pas, Let It Be, enfin bon. Mais quand on regarde attentivement la production de Paul McCartney, donc post-Beatles, eh bien, les promesses ne sont pas tenues. En fait, euh, Paul McCartney est hyperactif, puisque c'est quelqu'un qui voilà, qui peut pas s'empêcher de travailler. Et donc voilà, sa carrière, là on est en avril 2025, voilà, il continue sa carrière à plus de 80 ans. Mais comme je disais, même s'il a fait des tonnes et des tonnes de morceaux, on ne peut pas dire qu'il y a même un morceau qui ressort. Il n'y a pas de classique du rock. Il n'y a pas de Hey Jude. Euh, et son plus grand succès, c'est Mull of Kintyre. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que on a toujours pensé que Paul McCartney écrivait et donc allait écrire des morceaux originaux. Or, c'est ça le malentendu dont je parle. C'est-à-dire que je vais me faire tuer, je pense que Paul McCartney est un grand mélodiste, un grand compositeur, mais ce n'est pas principalement un compositeur de morceaux, de chansons originales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par original? Je veux dire euh, personnel, des choses qui ne ressemblent à rien. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Mull of Kintyre, parce que, eh bien, le plus grand succès de Paul McCartney euh, en post-Beatles, eh bien, c'est un morceau qui ressemble à autre chose. Et c'est ce que fait Paul McCartney de mieux. C'est-à-dire, il fait des morceaux qui ressemblent à autre chose. La Mull of Kintyre, voilà, c'est un morceau euh, à la fois original, personnel, on va dire,
pour être un peu équilibré dans mon jugement. Mais en même temps, c'est un morceau donc avec des bagpipes, donc c'est de la musique euh, écossaise, celtique, voilà. Et les gens adorent. Si on se reporte à l'album Ram, eh bien, à mon avis, mais je ne suis pas le seul à le penser, encore récemment, je voyais un classement comme ça, sur Ram, le morceau le plus abouti, le plus agréable, le plus mieux, c'est un morceau qui s'appelle Dear Boy. Et qu'est-ce que c'est que Dear Boy? Donc c'est 1972. Quelques années auparavant, donc il y avait eu une mode, enfin voilà, quelque chose qui avait bien marché musicalement, un groupe qui s'appelait les Swingle Sisters, je crois que c'est ça. Et donc c'était un groupe vocal qui reprenait des morceaux de Jean-Sébastien Bach en mode jazzy moderne. Et c'est exactement ce que fait et ce dont s'est inspiré Paul McCartney pour Dear Boy. Vous écouterez, bah c'est génial, hein. Euh, c'est génial. Et voilà, ça vient des Swingle Sisters. Donc c'est ce que Paul fait de mieux. Le malentendu, c'est de croire que c'est autre chose qu'il fait mieux, c'est des chansons personnelles. Eh bien non, en fait. Il faut qu'il s'adosse à quelque chose. Je pense qu'il a cru que, eh bien, qu'il n'avait pas besoin de s'adosser à autre chose, c'est-à-dire un autre style de musique, hein, voilà, comme les Swingle Sisters ou la musique celtique, etc. Et voilà, et qu'il était qu'il avait le talent pour écrire des chansons qui ne reposent que sur lui. Or, sa carrière a montré que les morceaux qui reposent que sur lui, ce que tout le monde attendait, eh bien, bah, ça marchait pas. Alors bon, ici, il y a Maybe I'm Amazed, voilà, qui est un morceau effectivement personnel. Je crois que c'est son morceau plus important, le plus abouti, le plus mieux, comme je disais. Bon, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Euh, et à part ça, bon, moi, il y a des morceaux que j'aime bien. J'aime bien, par exemple, sur le premier album de Wings, un morceau qui s'appelle Tomorrow. Je trouve que c'est vraiment excellent. Euh, mais sinon, l'ensemble des morceaux, qui sont des morceaux personnels, euh, bah, ça marche pas, c'est pas terrible. Donc tous les albums, par exemple, les derniers albums, là, donc il y a Egypt Station, etc. Donc là, c'est que des morceaux à McCartney tout seul, parce que donc tout le monde s'est rendu compte très rapidement que, eh bien, il manquait quelque chose. Voilà, ça ne passait pas. Et donc, pendant toute cette époque, enfin, très longue époque, hein, on était à se dire, ah oui, bon, alors là, il est tout seul. Au début, il commence à être tout seul. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas de groupe. Alors, hop, il forme un groupe, Wings. Bon, voilà, ça dure, ça dure. Puis on s'aperçoit quand même, c'est pas tout à fait. Voilà, donc, ah oui, mais c'est pas les bons musiciens. Donc, il change les bons musiciens. Tout le monde, il y a une attente absolument formidable.
et vaine et une illusion collective, on pourrait dire, je pense. Et voilà, et ça continue. Et puis, ah oui, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de John? Est-ce qu'il parle de John dans ses chansons? C'était voilà une espèce de d'illusion collective, comme je disais. Et puis ensuite, alors oui, alors Wings, bon, ça marche pas, etc. C'est pas assez bien. Donc, c'est qu'il, voilà. Alors il va faire quelque chose avec Elvis Costello, etc. Bon, et puis ben ouais, bon, ah ben, les critiques sont bonnes, mais bon, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un morceau qui existe, c'est Bohemian Rhapsody, ça existe. Imagine, ça existe. Mais je sais pas, London Town, euh, est-ce que ça existe? Bah non, ça marque pas la psyché des auditeurs. Et quand il se retrouve tout seul, donc là, ça fait un moment qu'il est tout seul. Alors là, il fait des morceaux hyper personnels. Eh bien, ces morceaux personnels, hyper personnels, sont vains. Ne repos, c'est vide, il n'y a rien. Alors ça se veut, c'est clever, comme on dit en anglais. Ça se veut très habile, très intelligent, très subtil, mais c'est vide. Alors la question que je me suis posée quand je me suis, à mon modeste niveau, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, bon, ben, c'était comment avant? Est-ce que du temps des Beatles, c'était la même chose? Donc je suis un petit peu remonté dans le temps. Et je me suis arrêté dans le temps en 1968 avec l'album blanc. Et là, bah, j'écoutais les morceaux, enfin j'écoutais, je les connais bien, donc même de tête, c'était suffisant pour savoir, eh bien, voilà, comment ça fonctionnait, comment il fonctionnait. Alors si on prend ben, les morceaux de McCartney, on va voir que Back in the USSR, donc c'est un morceau de genre, donc de morceaux de genre, comme on dit film de genre, et par opposition à un film d'auteur. Donc on pourrait dire par exemple que Happiness is a Warm Gun, c'est un ou Glass Onion de John Lennon principalement. Donc bah, ce sont des chansons d'auteur, ce ne sont pas des chansons de genre. Les morceaux de McCartney, voilà, Back in USSA, c'est un morceau de genre, c'est un morceau de rock. Ça s'appuie à la fois sur un rapport, allusion à Chuck Berry, Born in the USA, aux Beach Boys. Donc voilà, il a été composé en Inde. Il y avait un Beach Boys qui était un Beach Boy. Je crois que c'est Mike Love qui était avec eux en Inde, donc il a un petit peu aidé, qui a un petit peu participé. Voilà, donc c'est pas un morceau, c'est un morceau de genre, on va appeler ça comme ça, donc qui n'est pas euh, foncièrement original, qui est très bon, mais pas foncièrement original. On continue, un petit peu dans le désordre. Obladi Oblada, eh bien, pareil, c'est un morceau de genre. Le genre ici, c'est le ska. Donc, c'est à la veille de l'invention du reggae. Je crois que le reggae a été inventé à peu près, voilà, fin 68. J'ai oublié le nom du groupe, des musiciens qui ont fait le reggae tel qu'il existe maintenant. Mais voilà, c'est du ska, ancêtre du reggae. Donc si on écoute le piano, par exemple, qui joue à contretemps pendant tout le morceau, voilà, c'est ce qu'on retrouve à la guitare reggae sur les morceaux de Bob Marley, etc. Donc voilà, Paul McCartney, d'une fois, s'appuie sur un genre musical et compose un morceau. On aime ou on n'aime pas. Bon, si on c'est pas un morceau vraiment pour les rockers, hein.
Mais quand on l'écoute, même moi qui n'aime pas beaucoup, j'y prends du plaisir parce que c'est très très bien fait, c'est très joyeux, bien que apparemment l'enregistrement soit très mal passé. C'est très joyeux, c'est inventif, etc. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme morceau aussi? Alors on a Birthday. Bah, c'est pareil, c'est un morceau de genre, c'est un rock classique. Et il est pareil, c'est sympa. Bon, c'est pas très profond, hein, mais c'est sympa, c'est dynamique, c'est joyeux. Puis c'est les Beatles qui jouent. Les Beatles, ils jouent très très bien ensemble. Je pense qu'il n'y a aucun groupe qui joue aussi bien ensemble que les Beatles. Honey Pie, même chose, c'est un morceau de genre, voilà, de jazz années 30. Rocky Raccoon, voilà, c'est du folk américain, un peu une satire, etc. Et voilà. Alors, il nous reste quelques morceaux. Martha My Dear. Alors, si je vais un petit peu plus loin, au-delà de l'idée d'écrire des morceaux de genre, il y a une autre idée qui en fait partie ou qui s'en rapproche, qui est le fait que Paul McCartney, pour composer un morceau, il a besoin d'une motivation extérieure et non pas d'une motivation intérieure. Donc c'est un petit peu la même chose, hein. Le genre c'est extérieur, mais c'est une autre facette, si on peut dire. Donc la motivation extérieure, par exemple, ça va être dans Helter Skelter d'écrire un morceau plus violent, plus bruyant que, qu'un autre morceau qu'avait composé Pete Townsend pour les Who. Il avait dit, ouais, moi j'ai écrit le morceau, on a enregistré, je sais pas, le morceau le plus violent, le plus truc. Paul McCartney s'est dit, bah, nous, on va faire encore plus violent. Voilà, donc c'est ce que j'appelle quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, c'est pas une attention très profonde, hein, forcément. Le résultat ne nous amène pas vers la profondeur. Ça reste quelque chose de superficiel. Et on peut penser, alors, bon, là, je sais pas, je suis peut-être pas très, pas très honnête, je sais pas, peut-être que je me mens à moi-même. Mais si on regarde d'autres morceaux de l'album, donc Why Don't We Do It in the Road, de même que I Will et Mother Nature's Son, eh bien, c'est Paul McCartney, pareil, qui a cette motivation extérieure. La motivation extérieure de Paul McCartney, c'est de se dire, bah, regardez, moi je peux tout faire tout seul, j'ai pas besoin des autres. Et voilà, donc il fait tout seul sur Why Don't We Do It in the Road. Regardez, je vais faire la, la, la batterie, la basse, le chant, regardez comme je chante bien, etc. Alors il est très fort, hein. Pareil pour Blackbird, qui est un morceau magique, hein. Mais il est tout seul. Euh, voilà, dans I Will, tout ça, il est tout seul. Donc regardez, moi je peux faire ça, puis je peux faire dans tous les genres, etc. Donc il n'a pas c'est pas une motivation profonde, c'est pas du genre, voilà, j'ai une inspiration, quelque chose qui vient de l'intérieur. Non, c'est quelque chose. Et donc ça donne un résultat sympathique, mais pas très profond. Et d'ailleurs, voilà, en général dans les paroles, à part Blackbird sans doute. Bon, Who knows how long I've loved you, etc. Bon, c'est pas. Il reste éventuellement Martha My Dear, qui est plus personnel euh, et alors qui est au piano, alors qui malgré tout éventuellement on peut penser
en tout cas la pensée m'a traversé l'esprit à un moment, on peut penser que Martha My Dear, c'est un peu pour montrer à quel point il joue bien du piano. Euh, et donc voilà, c'est un peu un exercice pianistique qui veut, euh, qui veut se rattacher, appartenir aux morceaux de piano un petit peu d'autrefois, ou des jazzmen qui jouent bien du piano, ou voilà, ou ce genre de choses. Et je dis ça parce que bah, c'est le seul morceau comme ça, et ce n'est pas un morceau fondateur, c'est un morceau sympathique, c'est pas un morceau fondateur. Alors que le morceau fondateur du piano, à mon avis, qui réintroduit vraiment le piano dans l'histoire du rock, c'est Let It Be, avec un style de piano beaucoup plus simple, et donc qu'on reconnaît beaucoup maintenant, voilà, qui est joué comme ça, que John Lennon a repris comme style de piano pour composer euh, Imagine, et qui a fondé, et ensuite je pense que parce que beaucoup de morceaux de piano, des gens comme Billy Joel, éventuellement en partie Elton John, se reposent sur ce mouvement que je fais avec mes petites mains, parce que c'est au fond c'est un mouvement qui assure et rassure. Il assure que c'est du rock. Voilà, c'est un rythme de rock. Alors il peut être lent, il peut être rapide, et il rassure parce que c'est du rock. Et on n'est pas perdu, on va pas soudain faire quelque chose qui part autre part, etc. Alors que si on écoute et si on pense à The Long and Winding Road, eh bien voilà, c'est pas du tout. On s'éloigne du rock. Il y a même si le morceau est sympa, apprécié, il va plus vers Frank Sinatra que vers Chuck Berry, si on peut dire. Voilà, donc ça concerne pour ça, pour parler de Martha My Dear. Voilà. Et donc, on voit que pour composer ces morceaux, là voilà, pour composer ces morceaux, Paul McCartney a besoin de s'appuyer sur autre chose, un genre ou quelque chose qui lui vient de l'extérieur. Et ce qui fait la conclusion qu'on peut tirer de ça, eh bien que ça fait des morceaux très sympathiques, souvent, et on pourrait dire paradoxalement originaux, puisque ils mêlent des choses différentes, hein, comme par exemple Mull of Kintyre, hein, voilà, c'est quand même voilà, un peu spécial, mais c'est pas de la musique originale. Euh, donc voilà, je me suis dit, mais ok, donc McCartney, il est comme ça. Euh, alors oui, avant d'aller par là, donc je me suis demandé aussi, mais comment ça s'explique? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, à ce moment-là. Donc, avant, et pour ces morceaux-là, composés pour l'album blanc, donc tout ça, ça s'est passé en Inde. Ils étaient en Inde et donc plusieurs choses sont éventuellement, mais là, ce sont mes hypothèses, hein. Je ne dis pas que ce soit une vérité totale. Euh, donc premièrement, donc voilà, les Beatles ont fait ça pour des raisons spirituelles, en partie, surtout George Harrison et
probablement John Lennon. Les autres ouais, ont bien quand même, si on écoute tout ce qu'ils ont dit, euh, ont bien profité et sont restés fidèles à la méditation. Ringo Starr avec David Lynch, voilà, il méditait. Mais c'était aussi donc en Inde pour pouvoir vivre normalement, pas, euh, pas poursuivi par des hordes de fans. Et donc l'Inde s'y prêtait bien, puisqu'ils n'étaient pas moins connus. Mais alors ce qui se passe, donc première chose, ce qui se passe en Inde, c'est que, à mon avis, hein, ils se retrouvent justement avec des gens normaux, à peu près normaux en tout cas. Donc il y a Prudence Farrow, donc la sœur de Mia Farrow. Bon, il y a Mike Love des Beach Boys, il y a Donovan, mais il y a aussi, ce sont des amis, mais il y a aussi des gens. Il y a un Américain à propos duquel a été écrit, je crois, Bungalow Bill en tout cas. Puis il y a des gens, quoi. Il y a un groupe de gens comme ça, de gens lambda qui s'intéressent au Maharishi, à ses enseignements. Et donc les Beatles sont soudain confrontés au, au vrai monde, quoi, aux gens normaux. Et éventuellement, je me suis dit que ça leur fait un choc, quoi, choc de culture, si on peut dire, après avoir fait Sgt Pepper, avoir été dans des lieux raréfiés, ils se retrouvent là avec, avec les gens de tous les jours. Et donc, voilà, je me suis dit que ça avait peut-être une influence sur eux. Une autre chose qui se passe, c'est que John Lennon a rencontré Yoko Ono. Et il commence à s'écrire. Il n'est pas encore, John Lennon n'est pas encore séparé de sa femme, Cynthia. Mais il a rencontré Yoko Ono, ils s'écrivent des lettres, etc. Et la rencontre avec Yoko Ono est capitale. Alors, elle n'est pas forcément capitale pour les raisons que l'on croit, du genre, bah oui, elle était tout le temps dans le studio, où elle a influencé John vers ci et ça. Ce qui est vrai, ça ne doit pas être très drôle d'être en studio, etc. Mais l'effet le plus, vraiment, on peut dire, sismique, et je pense, enfin, euh, no- j'ai jamais lu autre part, ou vu, enfin, entendu parler, eh bien, c'est qu'à partir du moment où Yoko arrive, John et Paul ne peuvent plus écrire ensemble, puisque John, il est tout le temps avec Yoko. Avant, ils se retrouvaient tout le temps, voilà, l'après-midi, ce que Paul McCartney raconte, ils se rencontraient chez lui, ou en général chez lui, voilà, et puis voilà, c'est des sessions à deux. À partir du moment où Yoko Ono est là, eh ben, ils composent plus ensemble. Et donc, comme ils composent plus ensemble, ils composent séparément. Et comme ils composent séparément, eh bien, leur style commence à diverger. Le style de John Lennon reste fidèle à lui-même, je pense. C'est-à-dire que Don't Let Me Down, euh, c'est comme Help, ou, voilà, ou des morceaux comme ça. Il n'y a pas de. Donc John Lennon est assez fidèle, je pense, assez fidèle à lui-même, peut-être moins, un peu moins entre guillemets commercial ou mélodique, puisqu'il ressent pas tellement cette obligation. Mais la divergence, c'est plus McCartney. Il se met à diverger, donc et on trouve tout ce qu'on trouve sur l'album blanc, quoi, tous ces travers, à mon avis, ces travers dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des morceaux de genre, etc. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais je me suis aussi posé la question quand même, mais alors est-ce que avant Sgt Pepper's, avant l'album blanc,
est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des morceaux de genre qui sont des succès? Alors, euh, Hey Jude, non, c'est un morceau, euh, c'est pas un morceau de genre, c'est vraiment un morceau original qui a, euh, qui a pour origine, et c'est important, je pense, qui a pour origine donc la séparation de John et Cynthia. Donc Paul McCartney aimait beaucoup Cynthia, aimait beaucoup son fils, le fils de John aussi, Julian. Et donc il a été vraiment ému par leur divorce, leur séparation, ému, touché. Et il a donc eu un sentiment intérieur. C'est un sentiment intérieur qui a fait naître cette chanson. Et, et donc ça lui donne un poids énorme, une grande puissance. Dans les paroles, il y a plus que Who knows how long I've loved you. Voilà, il s'adresse au fils, à la mère, à John, on ne sait pas exactement, parce qu'il ne dit pas exactement, il cache un peu ce qu'il veut dire, ce qui est un peu le propre du beau morceau, entre autres. Donc, pas et Jude. Alors, si on se rapporte à Sgt. Pepper's, donc il y a plusieurs choses là. Alors, le plus flagrant, c'est Well, I'm 64. Donc, il y a un morceau de genre comme Honey Pie. Voilà, c'est le jazz des années 30, influencé par son père, qui faisait, c'est le genre de musique que son père, James, jouait avec son groupe à Liverpool. Pour le reste, alors il y a les morceaux de Paul McCartney, donc il y a Fixing a Hole, Getting Better, il y a l'introduction, enfin le morceau introductif qui est vraiment excellent. Mais là, on est pré-Yoko, si j'ose dire. Donc là, il collabore et donc c'est plus facile pour lui. Je pense qu'il peut-être qu'il bénéficie plus de John, de la contribution, je sais pas. C'est peut-être injuste de dire ça. En tout cas, ils collaborent encore ensemble, même s'ils écrivent pas totalement tous les morceaux ensemble, mais ils collaborent. Alors qu'après, ils écrivent, comme je disais, ils écrivent plus ensemble. Alors il y a quand même des apports, hein, des apports. Il y en a pas beaucoup. Du genre l'apport de John Lennon, c'est de changer une phrase ou de dire à Paul, non, bah, cette phrase-là, The movement you need is on your shoulder, c'est la meilleure de la chanson. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est des petites choses. Voilà. Alors que Sgt. Pepper's, voilà, il y a encore, même si c'est un peu distendu quand même, il y a encore de la collaboration. Euh, donc voilà, on peut pas dire que, bon, si on veut aller chercher la petite bête, on pourrait se dire que Paul McCartney, donc pour le morceau introductif, donc qui est le morceau qui donne son titre à l'album, qui est un excellent morceau, mais voilà, c'est un morceau pour faire hard rock comme Jimi Hendrix, des gens qui émergent, ou Cream, qui ont commencé à émerger à cette époque. Et c'est pas un hasard si le dimanche suivant le- la sortie de Sgt. Pepper's, Jimi Hendrix a pris rapidement et reprend ce morceau-là, le morceau titre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Donc de nouveau, on a un apport extérieur du genre ah oui, moi je veux faire comme eux, je veux faire comme ça, je veux voilà. Bon,
Voilà, donc, mais principalement, voilà, donc on retrouve malgré tout les deux facettes, deux des facettes de McCartney. Sur Magical Mystery Tour, euh, donc il y a The Fool on the Hill, donc il y a un morceau personnel. Et puis, donc, joli morceau, euh, pas très rock, voilà, c'est balade, bon, mais bon, c'est personnel. C'est pas un morceau de genre. Voilà, c'est le terme peut-être qu'il faut utiliser à chaque fois. Your Mother Should Know, euh, c'est pas un morceau de genre, mais ça, ça appartient un petit peu à un style, un tout petit peu, enfin, voilà, qui tourne autour du passé. Mais c'est un excellent morceau, sauf que, à mon avis, c'est un morceau qui n'est pas terminé, il lui manque une partie. Et on verra, ou on verra pas, mais enfin on verra, c'est-à-dire que dans la carrière solo de McCartney, il y a énormément de morceaux qui sont pas terminés. Je n'ai pas forcément tous les titres en tête, mais dans son premier album, il y a des morceaux de morceaux. Euh, Par exemple, That Would Be Something, qui aurait pu être un super morceau, mais bon, c'est une moitié de morceau, etc., etc. Il y a peu de morceaux euh, terminés, hein. Euh, voilà. On recule un petit peu dans le temps avec Revolver. Donc là, donc on a Eleanor Rigby, donc qui n'est pas un morceau de genre, euh, même si c'est une volonté, donc là extérieure malgré tout, commune à Paul McCartney et à George Martin, je pense, peut-être aux autres, d'être pris au sérieux. Et donc c'est un morceau, Eleanor Rigby, donc c'est un morceau vraiment extraordinaire, euh, voilà, qui naît un petit peu, enfin, ouais, oui et non. Est-ce qu'il naît de la volonté et en même temps c'est le morceau euh, qui fait que soudain les gens euh, prennent les Beatles au sérieux. Donc il y a un livre de George Melly qui s'appelle Revolt into Style. Donc avec les Beatles, il y a beaucoup l'idée de Revolt Revolution. Il y a un livre de Ian MacDonald qui s'appelle Revolution in the Head. Pareil à cette idée. Donc Revolt, Revolution. Les Beatles, ce ne sont pas des révolutionnaires politiques, ce sont des révolutionnaires musicaux. Et alors, pour continuer là-dessus, les Rolling Stones ne sont pas des révolutionnaires musicaux, ni Led Zeppelin, ni voilà, ni Pink Floyd. Ils font pas la révolution. Ils exploitent des choses qui ont déjà été découvertes. Là, je pense que je vais me faire beaucoup d'amis. Mais bon, je vais pas me faire beaucoup d'ennemis parce que personne ne regarde euh, mes vidéos. Donc, euh, Eleanor Rigby, voilà, donc il y a cet aspect très très important. C'est un morceau capital, très très important. Donc, je ne vais pas tout développer ce qu'on peut dire sur Eleanor Rigby. Euh, alors, il y a un morceau de genre qui est un super morceau, hein, mais qui détonne un peu sur Revolver, qui est Got to Get You Into My Life. Donc c'est un excellent morceau. C'est un morceau de genre, c'est-à-dire que c'est avec l'apport des cuivres, etc. Donc c'est du style euh, Motown, de musique de Detroit, de Détroit. Voilà. Sinon, les morceaux de
Paul McCartney sont des morceaux très personnels et sans doute parmi ses meilleurs, je pense. En particulier, donc Got to Get You, pardon, Good Day Sunshine, donc un morceau, voilà, extrêmement riche, plein de choses dedans, très original, qui ressemble à rien d'autre. Donc le critère, c'est ça. Le critère, parce qu'au fond, c'est pour ça que je parle de tout ça. euh, Qu'est-ce qu'un bon morceau de rock? Alors on peut dire, bah, c'est un morceau qui me plaît beaucoup. D'accord, ok, bah oui, oui, ouais, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, je sais pas, Bohemian Rhapsody ou bah, c'est pas un bon exemple, Bohemian Rhapsody. Je sais pas, enfin bref, j'aime beaucoup Stairway to Heaven, voilà. Mais Stairway to Heaven, c'est un morceau qui ressemble à d'autres morceaux. Donc, est-ce que le critère d'un bon morceau de rock, ce n'est pas déjà, c'est ce que dit Ian MacDonald, hein, en gros, je pense. Mais il faut quand même que le morceau il soit sympa, il faut qu'il soit écoutable. Il ne faut pas que ça devienne, parce que le rock, c'est quand même quelque chose de assez grand public. Donc il faut que ce soit écoutable, il faut pas que ce soit, c'est pas un truc où on s'emmerde pendant, voilà, 1 heure à écouter des trucs. D'accord, donc il y a ce critère de base quand même, mais ensuite, le, le critère principal, il faut que le morceau ne ressemble à aucun autre. Donc il existe, il est totalement unique euh, et personnel, etc. etc. Je pense que je ne connais pas grand-chose, mais je pense que Mozart ou Salieri, il n'est pas resté dans les annales musicales à Salieri, bah, parce que ça ressemblait pas, c'était pas très personnel, ça ressemblait à autre chose, alors que Mozart, c'était totalement personnel. Donc de ce point de vue-là, on peut dire, j'extrapole là, j'extrapole McCartney, désolé, on peut dire que par exemple, Strawberry Fields Forever, c'est un morceau qui ne ressemble absolument à rien d'autre. Et pour cette raison, et c'est un morceau magnifique, c'est un morceau très profond, et pour cette raison, c'est un des meilleurs morceaux des Beatles, c'est un des meilleurs morceaux jamais écrits. Alors, je disais que Bohemian Rhapsody n'était pas un bon exemple parce que Bohemian Rhapsody, c'est un morceau très personnel, très original, qui ne ressemble à rien d'autre. Et pour la petite histoire, c'est ce qu'a déclaré Freddie Mercury, l'inspiration du morceau lui est venue en écoutant A Day in the Life, qui est pareil. Alors, bien sûr, il n'y a pas l'aspect opéra qui appartient complètement à Freddie Mercury. Mais il y a tout l'aspect un peu grandiose, un peu l'ambition, les différentes parties, etc. Voilà, quelque chose qui vraiment veut aller de plus en plus loin. Voilà, bon, je ferme la parenthèse sur A Day in the Life, ainsi que sur l'album Revolver. Voilà. Alors, on peut continuer. Donc voilà, si on peut continuer en remontant un petit peu. Et effectivement, en 1965, on a l'album Rubber Soul, donc un album très intéressant. Et le tube, comme on disait à l'époque, je ne sais pas comment on dit maintenant, le hit, quoi, le morceau qui a du succès, le morceau qui est premier au hit parade, enfin tout ce qu'on veut, au Billboard, c'est Michel. Et Michel, bah, c'est une chanson de genre. Et le genre, bah, c'est la musique
la musique française telle qu'elle est vue par les Anglais, par Paul McCartney. Voilà, un peu de... comment elle s'appelle un peu de Juliette Gréco, un peu de, trucs jazzy, les caves de Saint-Germain-des-Prés, des choses comme ça. Chansons d'amour, susurrées, ba, 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 ce genre de choses. Et voilà, alors c'est un super morceau, des super accords. Il y a une partie un peu plus rock, euh, de- composée par John, qui s'est inspiré de Nina Simone, je ne sais pas exactement de quelle manière. C'est la partie où il dit I love you, I love you, I love you, qui est un peu plus rock, hein. Ça se répète I love you, I love you, I love you. C'est pas Michel, ma mère. Euh, voilà, donc c'est un morceau de genre. Voilà. Quand on continue à remonter le temps, alors là, c'est plus comment j'explore un peu plus Paul McCartney et sa manière de composer. Et je n'essaye pas d'émettre des critiques, mais je montre un peu en quoi sa contribution a été différente et variée et a beaucoup enrichi les Beatles. Donc un morceau comme Can't Buy Me Love, donc c'est un voilà, excellent morceau, enregistré en France quand même, hein. Euh, alors, bon, en dehors du fait que c'est un bon morceau, que c'est un bon rock, etc., qu'est-ce qui le caractérise musicalement? C'est qu'il a une walking bass. Ton, 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 ton. Donc, ce qui appartient au jazz. Et donc, voilà, il y a une influence comme Paul McCartney est bassiste, il y a une influence voilà, du jazz un petit peu, qui élargit le spectrum, non le spectre, je pense, spectrum c'est en anglais, le spectre des Beatles, même chose. All My Loving, pareil, c'est une walking bass. Et voilà, donc pareil, qui introduit, c'est John Lennon, je ne sais pas s'il a fait des morceaux dans lesquels il y a de la walking bass. En règle générale, à part le rock, mais le rock, pour John Lennon, rock and roll is real, c'est-à-dire c'est la fondation de tout. Hein, John Lennon, le premier album des Beatles, c'est c'est du rock. Et dernier album, dernier morceau de John Lennon sur Abbey Road, enfin un des derniers, c'est Come Together, c'est du rock. Voilà, donc c'est pas un genre, parce que le genre des Beatles, c'est le genre rock, justement. Donc, mais sinon, John Lennon, c'est pas quelqu'un qui fait des morceaux de genre. Voilà, donc en fait, je pense que j'ai terminé ce que je voulais dire et que je résume. Donc de nouveau, je me répète, on a pensé que, et Paul McCartney a pensé lui-même, qu'il était un compositeur personnel. Euh, ok, original, personnel. Et donc voilà, alors il a eu des choses ambitieuses, un oratorio, etc., qui n'a pas laissé des grandes traces. Mais c'est ce que tout le monde a pensé. Voilà, c'est un compositeur personnel. Il va nous faire ça. Eh bien non, non. Sa carrière, sa carrière solo est, à mon avis, un échec parce qu'elle est remplie de morceaux personnels, originaux, mais c'est pas son truc. Son truc, c'est
ce que j'ai expliqué, les morceaux de genre ou bien une inspiration extérieure. Ce que je n'ai pas dit, mais qui est évident, c'est que du temps des Beatles, Paul McCartney pouvait faire ça, ça passait, parce qu'il y avait tout le reste, il y avait les autres, les morceaux des autres. Un petit coup de When I'm 64, ça passe, parce qu'il y a des trucs à côté, ou même, voilà, tout ce qu'il fait sur l'album blanc, parce qu'à côté, il y a While My Guitar Gently Weeps, il y a Long, 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 donc voilà, c'est un ensemble. Ouais, les Beatles, c'est un groupe très riche, etc., ce qui est vrai. Mais après, après les Beatles, ils ne pouvaient plus faire ça. C'est-à-dire, ils ne pouvaient plus faire des morceaux où constamment il aurait pris un morceau de genre. Parce que là, il est obligé d'occuper toutes les faces de l'album. Et donc, le roi est nu, quoi, pendant sa période solo, parce que, eh bien, voilà, il a fait deux, peut-être trois, il y en a peut-être que j'ai oublié, hein, des morceaux de genre. Mais voilà, il pouvait plus. Sinon, il aurait fait tout le temps ça. Donc les gens se seraient dit, bah, c'est bizarre. Là, il nous fait un truc, un spiritual. Maintenant, c'est du hard rock. Maintenant, si, ça. Donc, il se serait dit, bah non. Bah, voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà. Et je m'arrêterai là-dessus.